Les albums de la Pléiade, publiés par Gallimard, sont une collection particulière à bien des égards. Ils sont destinés à fidéliser le lectorat de la célèbre bibliothèque de la Pléiade, et ils sont quasiment identiques en apparence à leur collection mère, et donc s'y voient souvent associés de manière quasiment fusionnelle par leur lectorat. Pourtant, malgré cette stratégie d'assimilation consciente d'un point de vue formel des deux produits qu'adopte Gallimard, ces deux séries ne pourraient être plus différentes en termes de mode de distribution, de contenu, de médium et de genre. Alors que la bibliothèque de la Pléiade a été mise sur pied par son fondateur, Jacques Chiffrine, pour, j'utilise ces mots, proposer au format poche les œuvres complètes des auteurs classiques en préservant un grand confort de lecture, les albums de la Pléiade sont un produit généré par le département marketing de Gallimard et chargent donc à promouvoir leur collection mère. Ces albums paraissent à raison de 1 volume par an, et ils ne peuvent pas être acquis par le biais de l'achat, puisqu'ils sont offerts aux lecteurs de la bibliothèque de la Pléiade sous condition d'achat de 3 volumes à l'occasion de la campagne publicitaire printanière qui s'appelle la quinzaine de la Pléiade. Ce mode de distribution particulier confère d'emblée à ces albums un statut d'objet de collection qui est renforcé par le fait que leur tournage est limité, ils tournent autour de 40 000 exemplaires, même si cela varie selon le volume, et ces livres ne sont jamais réimprimés. Pour la plupart, les albums proposent des biographies d'auteurs précédemment publiées par la bibliothèque de la Pléiade et s'appuient essentiellement sur une iconographie riche et diverse, accompagnée d'un récit biographique relativement factuel. Si l'élément textuel des albums de la Pléiade aborde toutes les caractéristiques du genre biographique, le dispositif médiatique de ces livres complexifie leur composition générique, puisque les images sont destinées, selon les auteurs des albums en tout cas, à constituer l'élément central de ces volumes, alors que le texte est censé tenir un rôle secondaire. Une telle configuration conduit certains auteurs à rejeter l'appartenance de leurs albums au genre biographique, tout en soulignant la proéminence de l'iconographie dans ces livres. Dans cette étude, je vais tenter de poser des questions sur les raisons d'une telle marginalisation de la biographie dans les albums et le rapport que ce genre entretient avec l'image, et aussi sur l'intérêt d'un point de vue générique d'une telle mise en avant de l'iconographie en tant que vecteur de la narrativité de ces volumes. Dans le livre collectif The Art of Literary Biography, Richard Holmes consacre un chapitre à la relation que la biographie entretient avec la vérité, qu'il ouvre en énonçant le statut du genre au sein du paysage littéraire. What I want to suggest is that biography is essentially and by its very origins disreputable. Its genius and indeed its very genealogy is impure. It was relished and attacked during its first popular flowering in the 18th century, just as it is relished and attacked today. It has always had the doubtful status of a maverick or mongrel art, and that is precisely why it remains so alive, so adaptable, so dangerous for all concerned. Writers, subjects, readers, and most of all its critics want it to behave. Cette courte introduction témoigne de deux caractéristiques essentielles à la biographie qui vont constituer le départ de mon argumentation. Premièrement, la biographie est un genre composite, en constante évolution, qui n'atteint jamais de pureté littéraire. Ensuite, la biographie a depuis sa naissance été un genre marginalisé, tout en demeurant essentiel à la composition de l'entièreté du paysage littéraire. Daniel Madlena qualifie ainsi la biographie de genre mineur, confus, douteux, qui jouit depuis 10 millénaires en Occident d'un succès toujours renouvelé et témoigne d'une singulière aptitude à survivre en milieu culturel hostile. La biographie littéraire est une double victime de ce paradoxe qui fait d'elle un genre populaire, bien que constamment discrédité, puisqu'elle traite de ce même champ littéraire qui contribue à sa marginalisation. La biographie littéraire désigne, comme l'explique Anne Jefferson, le genre consacré spécifiquement aux vies d'écrivains. Or, ce terme souligne le cœur même du problème que les critiques associent à la biographie, puisqu'il suggère justement une certaine littérarité de la biographie, qui demeure jusqu'à nos jours un sujet de débat constant. Dans le cas des albums de la Pléiade, cette question de la littérarité se transpose sur plusieurs niveaux en vertu de la constitution médiatique de ces livres. S'il compte bien les vies d'auteurs précédemment publiées par la bibliothèque de la Pléiade, les albums auront l'iconographie en tant que médium porteur de la narrativité. Les auteurs des albums répètent à de nombreuses reprises en paratexte des formules telles que « le texte ici n'a la valeur que d'un simple commentaire des images ». L'importance accordée à l'iconographie influe sur la constitution générique de ces livres en contribuant à minimiser le rôle de leur textualité, qui sous-tend classiquement la biographie, pour laisser la place à une panoplie de genres sur lesquels les auteurs ne semblent pas foncièrement s'accorder à l'échelle de la collection,
et qui s'articulent entre eux en s'appuyant sur la scénographie de l'album photo pour constituer un discours propre basé sur les images. Plusieurs auteurs d'albums, en commençant par les volumes plus anciens, tels que l'album Balzac, Zola ou Dostoïevski, prétendent ainsi donner à voir une sorte de film documentaire sur la vie des écrivains présentés, proposant des interprétations génériques dont la nature se base sur l'intermédialité inhérente à cette collection. D'autres auteurs mentionnent notamment l'exposition ou encore simplement l'iconographie, l'essai, voire encore l'album en tant que genre à part entière. Pourtant, en observant la tradition biographique en France, Anne Jefferson constate, et je suis désolée, c'est une citation en anglais, je sais donc qu'une version existe en français, mais quelqu'un l'avait empruntée à la bibliothèque, donc j'ai dû utiliser la version. It is a feature of many contemporary récits de vie to blur generic boundaries. And much of the value of biography in contemporary French literature can be seen in the context of its productive and sometimes provocative mixing of generic modes. Ce mélange de divers genres constitue donc une caractéristique inhérente à la biographie, nécessaire à son évolution et à son autoconstitution. Et si les albums de la Pléiade s'investissent plus loin encore dans cette logique, puisque c'est leur nature intermédiaire qui repousse les limites génériques au sein de cet ouvrage, leur appartenance au genre biographique ne s'en verrait donc pas nécessairement affectée. Les auteurs des albums insistent toutefois constamment en paratexte sur la généricité hybride de ces volumes, afin d'attirer l'attention électorale sur le renversement médiatique qui s'y opère, tout se passant comme si sans ces indications, le caractère composite des albums échapperait aux yeux des lecteurs. Si les auteurs des albums tentent donc à mettre en exergue l'iconographie afin de réduire le rôle du texte aux yeux des lecteurs, ils vont même, dans le discours paratextuel, jusqu'à refuser explicitement de voir leurs ouvrages considérés comme des biographies. Les préfaces des albums, dans lesquelles figurent sa revendication générique, sont souvent intitulées « Avertissement ». Le titre des textes introducteurs suggère d'emblée un écart vis-à-vis d'une certaine norme, et si les auteurs des albums évoquent divers arguments pour justifier leur volonté d'une telle mutation génétique, aucune raison universelle derrière ce rejet de la biographie n'est discernable d'un point de vue global. On voit ça et là pourtant se profiler des interrogations formulées par les biographes qui ont depuis toujours accompagné le genre, remettant en question aussi bien leur propre légitimité en tant qu'auteurs que celle de l'exercice de l'écriture de vie auquel ils se prêtent. Certains auteurs, tels que Pierre Hébert, font ainsi mine de s'adresser au lecteur comme s'ils contraient l'interprétation générique que le lectorat aurait d'emblée proposée avant même d'avoir ouvert l'album Simenon. Une biographie, Dieu merci, il en existe de fort bien faites qui ont même reçu l'imprimatur du maître, premier fournisseur des matériaux vrai ou faux, ou faux ou vrai, parfois vrai tout court. Ces instants de vérité étant, on le sait, le meilleur des masques. Hébert aborde dans son avant-propos la question de la vérité, souvent sujette à des embellissements de la part du biographe, qui accompagne éternellement la mise sur pied des récits de vie. En s'engageant dans un dialogue fictif avec ses lecteurs, l'auteur insiste sur le caractère polémique de sa réfutation du genre biographique, tout se passant comme s'il cherchait à attirer le regard des lecteurs sur la composition hors norme des albums de la Pléiade pour se distancier de la forme biographique classique. Or, cette interprétation biographique est considérée par certains auteurs comme étant, en quelque sorte, un mal nécessaire. Victor Delito écrit par exemple dans l'avertissement de son album Stendhal: « Cet album est le premier essai d'iconographie stendhalienne proprement dite. Il va sans dire qu'une part importante devait être faite à la vie de Stendhal. Non que l'œuvre de Stendhal doit être inéluctablement ramenée à sa biographie. Les générations qui nous ont précédés sont souvent tombées dans ce travers, et c'est à juste titre qu'on leur en a fait griller. » Pour Delito, la composante biographique doit laisser place à l'œuvre, qui, plutôt que la vie, présente le vrai intérêt de son travail. L'auteur se penche ici sur la tendance saint-beuvienne à instrumentaliser la biographie de façon excessive en tant qu'unique source de l'œuvre. L'iconographie, montrée ici quasiment comme un genre à part entière, constitue pour Delito un outil d'accès bien plus direct à la littérature de Stendhal. Dans l'avertissement de l'album breton, Robert Copp adopte une logique de pensée similaire à celle de Delito, donnant à l'image le pouvoir de rendre fidèlement la création de Breton, ce dont la biographie serait incapable dans ses limitations médiatiques. Le lecteur ne trouvera pas ici une nouvelle biographie d'André Breton. Dominique Bozot a montré, et nous voudrions le faire avec vous, que c'est l'image qui est au centre du projet de Breton. C'est elle qui, grâce à son électricité mentale, rétablit les contacts primordiaux et touche à ce point suprême permettant de résoudre les antinomies du sujet et de l'objet. Certains auteurs encore, tels que Jean Rista dans l'album Aragon, réfutent l'appartenance de leur album au genre biographique en évoquant leur propre statut en tant qu'auteur, revenant ainsi à l'éternel défi inhérent au genre biographique
visant à maintenir un équilibre entre l'objectivité du chercheur et l'affection que celui-ci éprouve pour l'auteur biographié. Rista, ancien ami d'Aragon, n'est ainsi ni son biographe ni un historien. Donc l'album Aragon n'est selon lui pas une biographie. Je ne suis pas le biographe d'Aragon. L'œuvre se suffit à elle-même. Je n'aime pas fouiller dans les tiroirs, ouvrir le courrier des autres. S'il y a un secret, il ne m'appartient pas de le lire. Et si l'écriture, comme l'amour, était l'expérience même de la dépossession? Je ne suis pas historien. On voudra bien me pardonner mon traitement de la chronologie, encore qu'elle en vaille d'autres. J'ai au bout du compte, beaucoup écrit sur Aragon, non comme un juge qui aurait eu le dernier mot, mais en tant qu'acteur qui n'a cessé de réécrire son rôle et celui d'Aragon, dont j'ai fait un personnage de fiction sur la scène de mon propre théâtre. Selon Rista, l'album Aragon n'est pas une biographie parce qu'il repose sur un investissement émotionnel de son auteur, et donc empreint du parti pris de Rista dans le récit de vie de son ami. Une biographie se devrait, d'après Rista, d'être absolument objective, et son point d'intérêt central devrait être l'œuvre d'Aragon, qui se suffit à elle-même et ne nécessite donc pas de récit biographique pour l'expliciter. Les propos de Rista accentuent donc le rapport problématique que la biographie entretient avec la littérature, non pas dans ce cas dans son appartenance marginalisée au champ littéraire, mais bien dans ses modes de représentation de la littérature, à travers lesquels le souci de véracité succomberait parfois à un désir de littérarisation de la réalité. Alors que plusieurs auteurs d'albums rejettent le genre biographique en paratexte, le projet éditorial de la collection lui-même semble également vouloir s'en distancier. Ainsi, Pierre Claret et André Ferré écrivent dans l'avertissement de leur album dédié à Proust: « Nous n'avions pas ici à écrire la biographie de Proust, mais seulement à situer et à commenter les images qui illustrent sa vie. » Une telle citation laisse entrevoir la possibilité d'une consigne éditoriale qui vise elle-même à insuffler un nouveau genre dans ses volumes et à laquelle les auteurs doivent se conformer en abandonnant l'idée d'une biographie. Le sous-titre récurrent de chaque album témoigne davantage de cette résolution, puisqu'il indique « iconographie réunie et commentée par l'auteur en question », et contribue donc à positionner les images au centre du projet dès le départ. La nature composite de ces volumes semble par ailleurs susciter une certaine indécision en termes de classification auprès de l'éditeur des albums, donc Gallimard. En effet, si dans le catalogue repris par le site internet de la Pléiade, sous le titre de chaque album figure la mention « iconographie commentée », que l'on retrouve également sur les jaquettes en carton de ces albums, la section du site web de Gallimard dédiée à la collection mentionne les termes de biographie ou monographie littéraire illustrée. S'il donne au lecteur une impression d'œuvre inachevée au niveau éditorial, peut-être, ce discours hésitant met cependant en lumière une caractéristique constituante de la collection, à savoir, plutôt que la proéminence de la biographie ou de l'iconographie, une complémentarité des deux genres, des deux médiums, qui donne lieu à des objets dont la nature éclectique leur confère une place unique sur le spectre générique. Si ces revendications paratextuelles ne s'accordent pas nécessairement sur les raisons d'un rejet du genre biographique, citant tantôt un manque d'objectivité, tantôt des limitations médiatiques, tantôt encore le risque que l'œuvre de l'auteur ne soit éclipsée par le fait biographique, elles mettent en évidence la nécessité d'un afin de dévier le raisonnement du lecteur qui serait justement automatiquement amené à qualifier ces volumes de biographie. Inévitablement, les albums sont en premier lieu perçus comme des biographies puisqu'ils comptent les vies des écrivains pléiadisés de façon chronologiquement ordonnée. Le besoin de la part des auteurs d'expliciter le projet d'un point de vue générique conduit donc à penser que sans l'intervention auctoriale, le lecteur tendrait à fonder son appréciation exclusivement sur l'élément textuel de ces livres. Or, s'ils visent tous à réduire le rôle du texte dans leurs ouvrages, les auteurs des albums semblent également s'accorder sur le fait que c'est l'œuvre littéraire qui constitue le noyau de la collection. Une œuvre, le sait-on, fondamentalement textuelle. Si dans leur volonté de mise en avant de cette représentation iconographique, les albums n'offrent quasiment aucun commentaire de l'œuvre des écrivains portraiturés, celle-ci est pourtant physiquement présente dans chaque volume, sous forme de manuscrits, de reproductions de couvertures de livres, d'annotations et surtout d'inspiration de la vie réelle qui sont retrouvées dans l'œuvre des écrivains. Par le biais de la nature indexicale de la photographie, les albums rapprochent ainsi le lecteur de l'œuvre littéraire en contournant la médiation du récit textuel. Le désir de retrouver l'œuvre dans la vie des auteurs, qui n'est guère révolutionnaire lorsqu'on prend en considération l'histoire du genre, se manifeste dans de nombreuses citations à travers l'entièreté de la collection. Les premiers volumes, chargés d'établir une ligne de conduite pour le reste de la série, en proposent un bon exemple. Ainsi écrit Jean Ducournau dans le premier album de la Pléiade, consacré à Balzac.
Notre intention n'a pas été d'illustrer la vie de Balzac, mais au contraire de commenter une iconographie balsacienne. Certaines séquences de cette vie en images auraient pu être tout à fait différentes et aussi fidèles à notre intention. Parmi les lieux réels qui ont servi à Balzac pour ses décors, ou les contemporains qu'il a utilisés comme modèle de ses personnages, il a fallu faire un choix. Nous l'avons fait en donnant la préférence aux documents inédits ou moins connus. On trouvera ainsi la ferme Gibari où se déroule un épisode dramatique des Chouans, la rue du Val-Noble à Alençon où se situe l'hôtel de la Vieille-Fille, le vieux quartier des Tuileries où demeure la cousine Bette. Madame Dagout, Georges Sand, Liszt, Gustave Planche s'offrent à nos yeux comme les prototypes des personnages principaux de Béatrix, tandis que la princesse Bagration, au visage si pur, sert de modèle à la cruelle Fédora dans le pot de chagrin. Dans cet avertissement, Ducournau met en premier lieu ses lecteurs en garde. Comme dans les autres albums, ce qu'ils ont entre les mains est une iconographie, non pas une biographie. Ensuite, il énumère de nombreux endroits et noms de personnages qui ont pu devenir des sources d'inspiration pour Balzac lors de l'écriture de son œuvre. Après une courte introduction du concept d'un album de la Pléiade, puisqu'il s'agit du premier volume de la collection, l'auteur se penche ainsi rapidement avec détail sur l'œuvre de Balzac et la façon dont elle était présente dans la vie de l'auteur avant même d'avoir vu le jour dans la littérature. Martine Neckel et Violaine Lombroso justifient à leur tour la mise sur pied d'un projet iconographique par l'accès direct qu'une telle représentation de la vie de l'écrivain offre à son œuvre. Après Balzac et Zola, introduire Victor Hugo dans une collection iconographique était opportun à un moment où le recul permet, dans des perspectives nouvelles, l'examen d'une œuvre immense étalée sur presque tout le XIXe siècle. La beauté du graphisme des manuscrits nous a souvent conduit à donner aux lecteurs, avec leur reproduction, ce contact privilégié avec l'œuvre. Dès les premières lignes de leur avertissement, Neckel et Lombroso mettent l'œuvre de Hugo au centre de ce qu'ils appellent donc une collection iconographique. L'image offre alors le meilleur moyen pour le lecteur d'effleurer cette œuvre des yeux dans son état brut, celui du manuscrit, qui dévoile le processus de fabrication de l'opus. Pierre Claret et André Farré, auteur de l'album Proust, vont jusqu'à structurer la vie de Marcel Proust selon les périodes consacrées à l'écriture de ses subséquentes œuvres, Le temps perdu et Le temps retrouvé. Les images s'offraient à nous assez nombreuses pour les années où s'est mêlé au monde, soucieux d'élargir le cercle de ses relations, pèlerin passionné de musées et d'églises romaines. Elles se font bien plus rares lorsqu'il devient, dans sa chambre de malade, le prisonnier de son œuvre. Il est plus facile d'illustrer le temps perdu que le temps retrouvé. C'était d'ailleurs une idée chère à Proust, et c'est l'un des thèmes de son roman, que la vie extérieure d'un écrivain ne saurait rien nous apprendre sur l'activité créatrice qui se poursuit au profond de lui-même, et dont les sollicitations du dehors ne peuvent que troubler ou interrompre le cours. On trouvera reproduit dans notre album quelques-uns des tableaux, des monuments, des paysages dont le souvenir hantait son génie. En comparant Élie à Combray, le Loir à la Rivenne, le Pré-Catelan au parc de Tansonville, on entreverra le mystère de transfiguration et d'enrichissement dont s'accompagnent les résurgences de la mémoire involontaire. Après avoir évoqué la révulsion éprouvée ouvertement par Proust à l'encontre d'une interprétation biographique de son œuvre, Claret et Farré procède avec la comparaison entre la vie et l'œuvre de l'écrivain, en retraçant ses potentielles sources d'inspiration et en les documentant méticuleusement. La même volonté de représenter l'œuvre dans la vie est évoquée par Bernard Gueybard dans l'album Rousseau, même si c'est beaucoup moins controversé dans le cas de Rousseau, mais j'insiste sur le terme de montrer l'œuvre dans la vie. L'album Pléiade Rousseau est une première tentative de rassembler une iconographie aussi complète que possible de Rousseau et de son temps. Une place importante a été réservée aux paysages que l'écrivain a décrits dans ses livres, à ces sites privilégiés qui n'ont, chose rare, guère changé depuis le XVIIIe siècle. Les Charmettes, Motier, l'île de Saint-Pierre, Fernandville. Ces quelques préfaces, qui sont loin d'être les seules de la collection, démontrent d'une volonté à l'échelle de la série de conférer un statut littéraire à la vie des écrivains. Il va de soi que l'objectif évoqué ici par les auteurs des albums, celui de retrouver l'œuvre dans la vie de son auteur, a depuis bien longtemps été un des enjeux principaux de la biographie littéraire. En quoi donc l'iconographie offre-t-elle un avantage dans la poursuite de cet objectif de retrouver l'œuvre dans la vie, face à la formule biographique classique? Premièrement, les albums de la Pléiade sont des objets promotionnels, destinés à fidéliser les lecteurs de la bibliothèque de la Pléiade, mais aussi à les inciter à l'achat d'au moins 3 volumes par saison. La mise en valeur de l'œuvre constitue donc l'objectif premier de ces volumes, habilement empaqueté dans un certain fétichisme du lecteur vis-à-vis de la personne de l'écrivain. En vertu de cette fonction publicitaire, les albums se doivent donc d'être des objets attrayants, montrant une certaine innovation dans leur approche du canon littéraire traditionnel que propose leur collection mère.
L'image, qui trône au centre de la publicité du XXe siècle, constitue un outil idéal pour faire vendre des œuvres littéraires qui demandent un certain investissement intellectuel, en ce que, justement, l'image offre, en tant que médium, la possibilité d'une réception immédiate. La matérialité de l'image confère par ailleurs un statut de goodies matériel à l'objet livre, favorisant donc la promotion de la bibliothèque de la Pléiade par l'investissement d'une logique de faux cadeaux. Ensuite, l'iconographie permet de contourner le rapport problématique que la biographie entretient avec la littérature, puisqu'elle n'est pas engagée dans une concurrence de deux médiums écrits aux frontières de la littérature canonique et de la littérature ancienne. Selon François Brunet, une cohabitation médiatique du texte et de l'image est, du moins dans la critique universitaire, traditionnellement perçue d'un point de vue littéraire. L'image étant habituellement vue comme un ajout secondaire, un intrus dans l'espace du livre. Une affirmation qui se vérifie dans la collection à travers cette nécessité éprouvée par les auteurs des albums à insister sur le rôle proéminent de la composante iconographique. Le débat de la littérarité de ces biographies se joue ainsi moins sur le plan de leurs éléments textuels, qui demeurent relativement factuels et courts, puisqu'ils se veulent simples commentaires des images, qu'au niveau de leur iconographie et de son rapport indexical à la chose littéraire, permettant aux albums d'inventer leurs propres règles de représentation de la littérature, s'appuyant sur la référentialité de la photographie. L'avantage final d'une dépiction des vies d'auteurs au moyen de l'iconographie tient à la nature fragmentaire de l'image. On pense ainsi aux reproches faits à la biographie par Pierre Bourdieu dans son article « L'illusion biographique », dans lequel il accuse le genre d'assujettir la vie de ces objets à un dénouement précis. Un récit trop cohérent qui cherche à attribuer une signification à chaque détail anecdotique de la vie de la personne biographiée afin de faire converger tous les événements de sa vie en un point unique, celui du génie littéraire. Le récit, écrit donc Bourdieu, qu'il soit biographique ou autobiographique, propose des événements qui, sans s'être tous et toujours déroulés dans leur stricte succession chronologique, tendent ou prétendent à s'organiser en séquences ordonnées selon des relations intelligibles. Le sujet et l'objet de la biographie, l'enquêteur et l'enquêté, ont en quelque sorte le même intérêt à accepter le postulat du sens de l'existence racontée et implicitement de toute existence. John Batchelor élabore ses propos en avançant que l'écriture d'une biographie littéraire nécessite un large spectre de compétences de la part de l'auteur, qui, plutôt que de retracer la vie de l'écrivain biographié, doit la recréer par souci d'une continuité narrative. The literary biographer must perform a balancing act. He or she must keep the balance between objectivity and personal engagement, between reliance on documentary evidence, letters, journals, and memoirs, and intuitive recreation, between the subject's under-documented childhood and his or her well-monitored but perhaps tedious years of elderly distinction. The literary biographer needs the skills of an intellectual and cultural historian, a literary critic, a novelist, and a psychiatrist. When the record is fragmentary, he or she should add to that list the abilities of an archivist, an archaeologist, and a sleuth. L'iconographie, alors, permet de prendre une distance vis-à-vis de cette nécessité de cohérence d'un point de vue narratif, puisqu'un assemblement d'images offre un collage de plusieurs moments présents qui défie la linéarité d'un récit et décharge l'auteur à première vue de son rôle de critique, qui ne manque pourtant évidemment pas de se manifester subtilement dans la scénographie de cet album. D'après Maïgal Lepage, les photographies sont des métaphores visuelles du sujet représenté, qui connotent très communément la fragmentation de la narrativité. En engageant le médium photographique en tant qu'outil narratif principal, les albums de la Pléiade proposent une solution au reproche que Bourdieu fera à la biographie, en laissant une mosaïque d'images éclectiques fragmentées de récits de vie en éclats d'instants qui se côtoient et se superposent. L'iconographie permet par ailleurs d'assumer l'aspect anecdotique de divers objets montrés, tels que des meubles, des cafetières, des plumes que les écrivains ont utilisées. En jouant de sa nature documentaire et mimétique, l'image satisfait un certain fétichisme lectoriel tout en préservant la magie de l'objet trouvé. Les photographies véhiculent le réel, selon Susan Sontag, justement en raison de leur nature fortuite, multipliée ici par la position d'images de diverses natures. Les photos sont bien entendu des artefacts, écrit donc Sontag. Mais leur pouvoir d'attraction tient à ce que dans un monde jonché de vestiges photographiques, elles semblent aussi avoir le statut d'objet trouvé, tranche du monde découpée de façon aléatoire. Ainsi, elles profitent simultanément des prestiges de l'art et de la magie du réel. Elles sont les nuages du rêve et la grenaille de l'information. La réflexion de Sontag semble être partagée par les auteurs des albums, dont certains, comme Henri Matarazzo et Pierre Petit-Fils,
voit en l'iconographie la seule manière valide de représenter le caractère extraordinaire de la vie de l'écrivain. Cette forme, presque filmée, à quelle autre vie conviendrait-elle mieux qu'à celle prodigieusement mouvementée d'Arthur Rimbaud? Au surplus, la jalonnée de documents authentiques et d'évocations précises, c'est donner la biographie la plus objective, c'est-à-dire la plus exacte qui se puisse faire. La prolifération des exégèses et des interprétations personnelles a voilé la physionomie de Rimbaud. C'est le poète dégagé des bandelettes de la légende, le seul qui importe à ceux qui ont touché ses verres d'or et sa prose de diamant qui revit en ses pages. Les albums de la Pléiade visent, selon des affirmations récurrentes de leurs auteurs, à montrer des images d'écrivains les plus fidèles possibles à la réalité, ôtées à la légende qui s'est sédimentée au cours du temps autour d'eux. Cette vraie image serait la seule recherchée par le lectorat, selon Matarazzo et Petit-Fils, parce qu'elle est la plus proche de l'origine de l'œuvre, dont le seul outil de représentation pure serait précisément sa mise en scène iconographique. En recourant à l'iconographie en tant que vecteur narratif de ses livres, les albums cherchent à donner une image d'auteur qui se veut objective et qui vise donc à remplir ce critère de vérité qu'on exige de la biographie. Dans cet ordre d'idées, l'objectif des albums de la Pléiade est de recueillir les traces matérielles de l'auteur, comme le formule Clara Ferret toujours dans l'album Proust. Le récit biographique est ici sous-tendu d'un réseau d'instants condensés dans les images. La diégésis et la mimésis s'y voient confondues. En mettant la vie des écrivains au service de leur œuvre avec relativement peu de médiation textuelle, la collection véhicule une idée de littérature canonique qui va de soi, sur laquelle s'appuie implicitement la campagne publicitaire qui vise à vendre les œuvres publiées par la bibliothèque de la Pléiade. Par la mise sur pied d'une collection iconographique, les auteurs des albums permettent au génie des écrivains de parler par lui-même, à la faveur du pouvoir évocateur de l'image. Christiane Bleu-Labarrère illustre ainsi cette intention en parlant de Marguerite Duras. Et l'on ira vers elle, moins vers l'histoire de sa vie qui, dit-elle, n'existe pas. Comme on se rend à une exposition de peinture, en s'arrêtant devant chaque tableau, des premiers à l'ultime dont le tracé mélancolique illumine l'ensemble. Bleu-Labarrère présente son album comme un concentré d'instants qui mène non pas au récit de vie de Duras, mais bien à sa personne, matérialisée au moyen de l'intermédiarité de l'album. La contiguïté de la photographie à l'événement confère une aura benjaminesque à l'acte d'écriture, notamment par le biais des reproductions de manuscrits et de ces inspirations de la vie réelle qui se retrouvent plus tard dans l'œuvre. Et c'est dans cette incarnation matérielle de l'œuvre, de la singularité du génie de l'écrivain canonique, que se déploie la littéralité des albums de la Pléiade. La composition des albums échappe en outre à la hiérarchisation médiatique traditionnelle. Par sa mise en exergue du rôle de l'iconographie, le paratexte de ces volumes contribue à équilibrer les rôles du texte et de l'image, qui, elle, risquerait autrement d'être perçue comme secondaire par le lectorat en raison de la dominance du médium textuel à travers l'histoire du livre. Une présentation du récit textuel comme simple commentaire des images ne renverse pas les rôles entre les deux médiums, mais contribue plutôt à diriger l'attention du lecteur vers l'image au même titre que vers le texte. La force des albums de la Pléiade réside en effet dans cette symbiose du texte et de l'image que François Brunet appelle la phototextualité. Brunet argumente que la photographie est depuis sa naissance culturellement perçue comme un standard d'une vérité visuelle, alors que la perception post-romantique de la littérature, qui coïncide avec la naissance de la photo, véhicule l'idée de la littérature comme une expression du soi créatif par excellence. Cette complémentarité des deux médiums concourt à la mise sur pied de ce qu'on pourrait alternativement qualifier de portrait biographique, qui s'appuie sur la scénographie de l'album photo en empruntant une chronologie et une textualité propres à la biographie. Robert Dion et Maïgane Lepage évoquent la dualité qui taraude le genre du portrait biographique, qui oscille entre la nature statique, simultanée de l'image, et la linéarité du texte. Lepage propose la mise en série de photos comme solution au manque de narrativité que l'on leur reproche, nommant ce genre la photobiographie. Pourtant, l'auteur parle d'un échec de la mise en série photographique, en précisant que le photographique ne pourrait échapper à sa discontinuité, à sa fragmentation intrinsèque, tant lui est étrangère toute syntaxe narrative. Or, dans les albums de la Pléiade, c'est précisément cette discontinuité qui permet de remédier à la surdétermination telle que vue par Bourdieu, à laquelle la biographie soumet les vies d'auteurs, et de proposer des portraits kaléidoscopiques d'écrivains, tout en y intégrant leur œuvre comme partie organique de leur vie. Anne Jefferson suggère que si la biographie ne doit pas nécessairement être considérée comme étant de la littérature à proprement parler, sa continuelle contribution à l'évolution du champ littéraire lui confère une certaine littéralité inhérente. Les albums de la Pléiade appellent ainsi à l'osmose entre deux médiums, opposés en apparence, mais mis au service de la littérature de façon équilibrée.
De par leur participation active à l'espace d'étayage, pour emprunter le terme de Pascal Delormas, au moyen des possibilités génériques qui résultent de leur combinaison, ils associent l'œuvre et son auteur pour faire ressortir son extraordinaire singularité et visent à capturer et à transmettre le caractère foncièrement littéraire du patrimoine donné à voir dans cette collection. Je vous remercie.